Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je crois que l'émotion mondiale dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. La judiciaire est très performant depuis qu'on a supprimé les avocats. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans La Liberté, pourquoi faire, le podcast du Cercle Droit et Liberté. Je suis Étienne Perrin, en charge du pôle Europe du Cercle, et je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission de l'année. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission est présente Caroline Boisvieux, chargée de mission au Cercle. Bonjour Caroline. Bonjour Étienne. Également à mes côtés, Guillaume Leroy, doctorant en charge du pôle Affaires publiques du Cercle. Bonjour Guillaume. Bonjour Étienne. Enfin, l'inénérable élève avocat Alcide Lepoder. Bonjour Alcide. Bonjour Étienne. Avant de commencer notre revue d'actualité, la traditionnelle gazette, un bref rappel de nos actualités. Thibaut Mercier, président du Cercle, a publié une tribune dans Le Figaro au sujet du pass vaccinal. L'instauration d'un pass vaccinal annonce-t-elle un futur digne d'une dystopie ? Cette tribune est toujours disponible en ligne. De son côté, Guillaume Leroy, ici présent, a été invité à 3 reprises sur CNews afin d'analyser l'actualité en matière de crise sanitaire sous l'angle des libertés publiques. Il a aussi lancé une émission hebdomadaire, le CDL Décrypte, dans laquelle il confronte les discours politiques avec le droit en vigueur. Les 2 premiers épisodes sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Plus récemment encore, Thibaut Mercier est intervenu sur RCF, s'agissant de la question de la constitutionnalité du pass vaccinal. Et enfin, vendredi 14 janvier, le Cercle a alerté le défenseur des droits sur les conséquences préoccupantes des mesures gouvernementales sur la santé de nos enfants. Les troubles dépressifs augmentent de façon exponentielle depuis le début de la crise sanitaire, sans que les pouvoirs publics ne s'en inquiètent ou essaient d'endiguer le phénomène. Voilà pour ce début d'année, laquelle promet d'être longue et riche de publications et autres conférences à venir. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Chers auditeurs, ne tardons plus. Installez-vous confortablement et passons maintenant au vif du sujet. Voici la Gazette. Tu n'as qu'à lire la Gazette du Sorcier comme ton idiote de mère et tu sauras tout ce que tu veux savoir. Chers auditeurs, bonne nouvelle. Le Conseil d'État est enfin revenu à la raison. Après les divers revirements, voire errements gouvernementaux sur le port du masque en extérieur, les juges du Palais Royal ont rappelé à l'ordre les préfets qui avaient imposé le port du masque sur la voie publique dans des zones très étendues sans pour autant justifier la nécessité de cette mesure. Dans son arrêt du 11 janvier dernier, le Conseil d'État a tout d'abord relevé que le décret ministériel permettant aux préfets d'imposer le port du masque en extérieur était conforme à la loi du 1er juin 2021. Toutefois, les juges administratifs ont dégagé 3 conditions cumulatives pour que cette mesure soit justifiée. Les préfets ne pourront imposer le port du masque en extérieur que dans des lieux fortement fréquentés et aux horaires de grande circulation, et ce uniquement lorsque la situation épidémiologique le justifie. On a pu observer une réaction immédiate des tribunaux administratifs. Depuis le 12 janvier, ce ne sont pas moins de 3 arrêtés préfectoraux qui ont été suspendus. Le port du masque en extérieur n'est donc plus obligatoire dans les Yvelines, à Paris et depuis hier en Loire-Atlantique. D'autres recours vont être introduits et il y a fort à parier que nous assisterons à un véritable effet de domino. Affaire à suivre donc. Merci Guillaume. On voit que le Covid n'a pas fini de faire parler de lui. En ce moment, une autre actualité mobilise aussi le gouvernement. C'est la présidence française de l'Union européenne. Étienne, tu voulais nous en parler ? L'Europe vous propose combien ? Vous l'avez certainement entendu, les Parisiens l'ont remarqué à la couleur bleue qu'ont pris certains grands monuments tels la Tour Eiffel. La France est depuis le 1er janvier à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Des 3 institutions que sont la Commission, le Parlement et le Conseil, ce dernier est la cheville ouvrière des institutions européennes, au cœur du processus législatif et budgétaire. En effet, représentant les gouvernements des États membres de l'Union, le Conseil a pour rôle principal de négocier et d'adopter la législation généralement avec le Parlement, de coordonner la politique des États membres, de développer la politique étrangère et de sécurité commune et de conclure des accords internationaux ainsi qu'enfin d'adopter le budget de l'Union conjointement avec le Parlement. La présidence est exercée par chacun des États membres pour 6 mois, ce qui, dans une Union à 27 membres, conduit à une présidence par État tous les 13 ans. La dernière présidence française remonte donc à 2008. Alors,
La France a présenté un programme particulièrement large et ambitieux autour de la souveraineté, de la croissance et de l'humanité, programme qu'il serait particulièrement fastidieux de résumer tant il semble vouloir passer en revue l'ensemble des politiques de l'Union. Néanmoins, retenons 3 exemples des textes déjà en discussion et que la présidence française souhaite mener à terme. Les 2 règlements sur les services et les marchés numériques, les fameux DMA et DSA que nous avions déjà brièvement évoqués, la création d'un prix carbone aux frontières européennes sur les produits importés et enfin, l'établissement d'un salaire minimum européen. Au-delà du fond, vous n'êtes pas sans ignorer qu'une élection se tiendra en avril prochain, l'élection présidentielle. La France n'a pourtant pas souhaité solliciter le déplacement de sa présidence du Conseil, alors même que des difficultés pourraient se faire jour du fait de la campagne électorale. Le président de la République désirait, semble-t-il, plus que tout, bénéficier de son moment européen. Il a fait un pacte avec les forces des ténèbres. Entre le Covid, la présidence de l'Union et les élections présidentielles, l'actualité politique est bien chargée. L'actualité législative, elle aussi, n'est pas en reste. Alcide, tu voulais nous parler d'une loi en particulier. Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Oui, effectivement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté en novembre dernier la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. La terminologie est très intéressante, j'y reviendrai. La loi a été publiée au journal officiel le 1er décembre dernier. Elle comprend, entre autres, plusieurs mesures pour lutter contre la maltraitance des animaux, comme son nom l'indique. Et en résumé, on pourrait citer par exemple plusieurs dispositions qui visent à lutter contre les abandons, en renforçant l'identification et la traçabilité des animaux de compagnie. La vente d'animaux est encadrée aussi plus strictement, par exemple avec l'interdiction de la vente des chiens et des chats en animalerie. D'autres dispositions très intéressantes visent cette notion de bien-être animal. Alors par exemple, c'est la mise en place d'un certificat d'engagement devant être obligatoirement signé après toute vente d'un animal afin de sensibiliser les futurs acquéreurs aux besoins et coûts réels d'un animal de compagnie ou encore autre mesure concernant ce bien-être, l'introduction dans les cours d'éducation civique dispensés dans les écoles, collèges et lycées de cette notion de bien-être. Autre mesure phare, c'est l'interdiction pour certains spectacles de comporter des animaux. Cela concerne, comme vous avez pu le deviner, les cirques et delphinariums. Et enfin, les sanctions pénales pour actes de maltraitance ou de cruauté ont été renforcées. Ainsi, lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le consensus qui s'est formé autour de cette loi au Parlement atteste de l'adhésion massive de la société française à l'idée d'un devoir de ne pas causer aux animaux de souffrances non nécessaires. En effet, de plus en plus de voix s'élèvent, et à juste titre je dirais, pour défendre plus en avant la cause animale. Le fait que cette loi vienne imposer ainsi des devoirs à l'homme est une bonne chose, disons-le. Pourtant, en confortant le lien entre l'homme et les animaux, le législateur opère une distinction entre les deux. L'homme est certes un animal, mais un animal si particulier qu'il est juridiquement traité différemment du reste des animaux. Cette distinction n'est pourtant pas au goût de tous. De nombreux militants animalistes ne souhaitent plus se cantonner à la minimisation de la souffrance animale et réclament désormais, pour certains, l'arrêt de la discrimination envers les animaux, c'est l'antispécisme, pour d'autres, la fin de l'exploitation animale par l'homme, c'est l'abolitionnisme, ou encore la fin de l'alimentation carnée pour l'homme, le fameux mouvement vegan. Pour soutenir leurs revendications, chose très intéressante pour les juristes, ces différents courants ont trouvé un vecteur idoine, la théorie des droits. Car pour eux, comme le résume Tom Regan, qui est quelque part le philosophe fer de lance de cette cause animaliste, il estime « seul le langage des droits est apte à exprimer l'exigence de ne pas leur infliger des dommages sans des raisons contraignantes ». Mais pour consacrer de tels droits, il faut s'interroger sur la notion de personne. En effet, cela ne vous a pas échappé, seule la reconnaissance de la personnalité juridique permet d'être titulaire de droits. Or, l'animal est-il une personne au même titre que l'homme ? La protection animale suppose-t-elle de remettre en question la place de l'homme dans la nature ? La théorie des droits est-elle d'ailleurs fondée juridiquement ? Comment un animal pourrait-il faire valoir ses droits ? Par un tuteur, le risque serait qu'il projette sur les animaux une vision purement anthropomorphique de leurs droits, sa propre conception de ce que doivent être les droits des animaux. Enfin, le lion respecterait-il les droits de la gazelle ? Et des droits certes, mais pour quels devoirs ? Bref,
Vaste programme que je n'aurai pas malheureusement le temps de développer ici, mais sur lequel nous ne manquerons pas de revenir et de nous interroger au cours des prochaines années. Pour terminer, Rousseau, dans son discours sur les fondements de l'inégalité, nous donne peut-être une première piste de réflexion, lorsqu'il affirme que les animaux n'ont pas de droits, mais nous avons des devoirs envers eux. La question reste ouverte. Merci Alcide. Encore un bel exemple de la nécessité de ne pas se limiter à la technique et d'enrichir sa réflexion en la fondant sur des éléments philosophiques et anthropologiques. Mais quittons les chats, chiens et autres canards sauvages et revenons au prétoire. Caroline, il est question de confiance brisée qu'une loi souhaite restaurer. J'aime pas comme tu conduis, j'ai pas confiance. Effectivement, le 23 décembre 2021 a été publié au journal officiel la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le texte prévoit, entre autres, des nouveautés relatives à l'enregistrement et à la diffusion des audiences, ainsi que des dispositions de simplification procédurale tirant les conséquences récentes de la décision QPC du Conseil constitutionnel ayant déclaré plusieurs dispositions du Code de procédure pénale contraires à la Constitution. Mais cette loi a surtout pour objectif affiché de renforcer la confiance du public dans l'action des professionnels du droit, en rétablissant un lien de confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire. En effet, en septembre dernier, le Sénat a commandé un sondage aux résultats sans appel. 93% des personnes interrogées trouvaient la justice lente, 69% opaque et 53% ne lui faisaient pas confiance. Mais le plus inquiétant ne réside pas dans la défiance du public, mais dans celle des professionnels eux-mêmes. Dans le prolongement de l'appel des 3000 et de la mobilisation du 15 décembre que nous évoquions dans le podcast précédent, de nombreux magistrats, greffiers, avocats, huissiers et autres professions judiciaires ont témoigné des conditions dans lesquelles se rend la justice aujourd'hui en France et ont reproché au ministère de la Justice de ne pas donner assez de moyens financiers et humains pour faire face à la multitude des dossiers. Certains dénoncent une justice hantée par les chiffres et les statistiques, alourdie par un retard numérique colossal et surtout décrédibilisée par des jugements écrits à la va-vite. Saisi pour avis, le Conseil d'État avait d'ailleurs relevé avec lucidité que, je cite, « ce projet de loi comporte des mesures répondant à des objectifs, des finalités ou des nécessités différentes dans des domaines variés de la justice ». Fin de citation. Si certains considèrent ce texte comme insuffisant, il est cependant le symbole d'une prise en considération réelle de la part du gouvernement. La première pierre est donc posée, espérons qu'elle porte ses fruits. Oui, cela reste quand même préoccupant. On souhaite quand même que le gouvernement puisse améliorer les choses. Toujours dans le monde judiciaire, Guillaume souhaitait évoquer une affaire pénale particulièrement médiatisée. J'offre $1 million. Le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a validé une convention judiciaire d'intérêt public conclue entre la société LVMH et le parquet de Paris. La multinationale faisait l'objet d'une enquête sur un système d'espionnage qui impliquait Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement intérieur, reconverti pour l'occasion en consultant privé. Le ministère public reprochait notamment à cet ancien haut fonctionnaire d'avoir obtenu des informations, à la demande de Pierre Godet, alors numéro 2 de LVMH, sur les actions projetées par le journal Fakir, fondé par François Ruffin, et qui prévoyait alors de faire paraître un film satirique sur LVMH intitulé « Merci patron ». La conclusion de cette CJIP permet à LVMH d'échapper à des poursuites pour trafic d'influence, moyennant la coquette somme de 10 millions d'euros. Pas de déclaration de culpabilité, ni même de procès pour la société de luxe et ses dirigeants. Bernard Squarcini n'aura pas droit à la même mensuétude, puisque son accord avec le parquet de Paris n'a pas été validé par le juge du siège. Il sera donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence passif, alors même que le co-auteur de cette infraction ne sera pas, lui, poursuivi. Merci Guillaume. Preuve une nouvelle fois des problématiques philosophiques et juridiques que pose ce nouveau mécanisme pénal qu'est la Convention judiciaire d'intérêt public. Mais passons à quelque chose de plus prosaïque avec Alcide. Pour le bruit des odeurs ? Il y en a que ça peut gêner. Les bobos veulent du bio dans leur assiette, mais pas à côté de chez eux. C'est en ces termes que la Chambre d'agriculture d'Île-de-France a qualifié le présent litige dont je vous fais part. À nouveau, des difficultés émergent entre néo-ruraux et agriculteurs.
Souvenez-vous de l'affaire du coq Maurice et des plaintes déposées contre le chant du coq. Qu'en est-il dans notre affaire ? Eh bien, tout commença lorsqu'un agriculteur et sa femme acquirent 43 hectares à Adenville, village de 760 âmes à l'orée de la forêt de Rambouillet. Éleveurs bio de vaches de race pinoire bretonne, ces derniers ont pour projet d'installer leur élevage ainsi qu'un haras pour leurs chevaux. Malgré l'obtention d'un permis de construire, des voisins, notamment l'éditrice Odile Jacob, d'ailleurs distant de plusieurs centaines de mètres d'ailleurs, dénoncent des nuisances sonores, olfactives, visuelles et sanitaires et dépose ainsi un référé ainsi qu'un recours au fond. 2 ans sont passés. Après 2 victoires en référé avec un passage devant le Conseil d'État, c'est le jugement sur le fond qui était attendu. Eh bien, dans un jugement rendu le 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevables les recours déposés par les riverains, qui étaient opposés au projet agricole. Donc 3 victoires judiciaires pour le moment pour cet agriculteur, et c'est bien joué, j'ai envie de dire. Le tribunal administratif relève que les constructions projetées se situent au sud d'une vaste propriété agricole et sont très éloignées des habitations des demandeurs. Il a ainsi retenu que, compte tenu de cette distance importante, les nuisances sonores, olfactives, visuelles ou sanitaires que subiraient les demandeurs en raison de l'exploitation agricole n'étaient pas démontrées. Victoire certes, mais comme le rappelle l'avocat de l'agriculteur, maître Timothée Dufour, le projet demeure paralysé car les voisins sont prêts à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont d'ailleurs fait appel du présent jugement du tribunal administratif de Versailles. Affaire à suivre donc. À ce pauvre agriculteur, on lui souhaite beaucoup de courage. Et pour finir, voici en bref quelques informations à retenir, au premier rang desquelles la nomination de Didier Tabuteau comme nouveau vice-président du Conseil d'État, succédant à Bruno Lasserre. Il présidait la section sociale de l'institution depuis 2018. Avant son incorporation dans les rangs de la plus haute juridiction administrative, Didier Tabuteau occupa les postes de directeur de cabinet de Bernard Kouchner, puis directeur de l'Agence du médicament de 1993 à 1997. Il fut au cœur de l'affaire du Mediator, sans pour autant avoir été inquiété par la justice. Enfin, dernière nouvelle, le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 décembre dernier, a considéré que l'organisation du temps de travail au sein de la gendarmerie ne méconnaissait pas le droit européen. Il s'agit d'un nouvel exemple de mise en œuvre de la clause de sauvegarde constitutionnelle après l'arrêt French Data Network rendu en avril dernier et que nous avions évoqué dans un podcast précédent. La question de l'interaction entre l'ordre juridique européen et les droits nationaux est plus que jamais d'actualité. Mais sans plus attendre, clôturons cette gazette. C'est l'heure de la chronique. Caroline va nous parler de bande dessinée. Il y a M. Branden, M. Tabor, quelques chroniques, et vous ? Oui, en écho au rebondissement politique de la semaine, et même des derniers mois, j'aimerais vous parler d'une bande dessinée visionnaire. Il s'agit de la BD SOS Bonheur, publiée en 1988 et écrite par Jean Van Damme, le célèbre scénariste de Torgal, 13 ou encore Largo Winch, avec la participation du dessinateur Griffo évidemment. Elle met en scène un récit puissamment drôle et d'une actualité criante sur les excès du providentialisme de l'État. Cette BD dystopique nous plonge dans une société de contrôle permanent, dans un monde quadrillé au nom de la maximisation du bonheur collectif. Van Damme imagine déjà, en 1988, une société masquée où la police médicale vient régulièrement contrôler les attestations de sortie, sonne chez les gens pour vérifier les installations électriques des ménages et demande à tout le monde d'écouter un bulletin météo obligatoire, vous demande de sortir couvert ou non, en fonction de la température extérieure. Les restaurants ne peuvent servir que ce que l'assurance médicale unifiée, l'AMU, vous a prescrit. Le lieu de vos vacances est décidé en fonction du taux de d'iode, de votre taux de cholestérol ou encore de votre taux de nicotine. En bref, dans cette société, l'État contrôle les moindres faits et gestes de ses citoyens pour leur assurer une santé de fer et surtout du bonheur en barre. Jean Van Damme explique dans la préface qu'il entend s'attaquer au thème du bonheur contraint. Il écrit, et je cite, « Lorsqu'une norme est imposée pour assurer le bonheur théorique du plus grand nombre, qu'advient-il de ceux qui, volontairement ou non, s'en écartent ? Je voulais parler du danger que représente pour la liberté individuelle les excès de bien vouloir d'un État dont on attend trop de bienfaits. » Fin de citation. Évidemment, et vous m'avez vu venir, cet ouvrage ressemble furieusement à ce que nous sommes en train de vivre. Alors que la pandémie reparle de plus belle, les normes redeviennent de plus en plus contraignantes.
On parlait de passe sanitaire il y a encore quelques jours, et nous avons maintenant le flambant neuf passe vaccinal. Le masque est de nouveau obligatoire dans la rue, et les enfants de plus de 6 ans sont contraints de le porter à l'école. Voilà, je peux continuer encore comme ça, la liste des mesures peut s'égrener ainsi presque jusqu'à l'infini. Enfin, le président de la République a choisi, à dessein, de jeter ce qu'on appelle les anti-vax, soit environ 5 millions de Français, en pâture à la vindicte populaire. Ces mesures qui fatiguent tous les Français, et pas seulement les non-vaccinés, sont-elles véritablement faites pour notre santé et donc pour notre bonheur ? Cet ouvrage nous éclaire sur l'hygiénisation galopante de notre société, qui s'accompagne d'une infantilisation permanente par l'État et se traduit du coup par un recul évident de nos libertés individuelles et collectives. Ainsi, par exemple, le gouvernement du Québec souhaiterait réserver l'accès à la vente d'alcool et de cannabis aux seuls détenteurs d'un pass vaccinal. Les bancs publics de la BT de Vanham sont marqués du slogan « Un baiser égale 1 million de germes, songez-y ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne publicitaire diffusée par les services du Premier ministre en mars 2021. Dedans, avec les miens, dehors, en citoyen. Semblant reprendre un poème de Maurice Carême, le gouvernement se mettait à notre place et nous faisait dire « Je ne reçois pas chez moi. J'évite de manger ou de boire si je ne suis pas seul ou avec les personnes de mon foyer. Je peux retrouver des amis dehors, mais à 6 maximum et en respectant les gestes barrières. » Il y a quelques semaines, le Premier ministre Jean Castex nous intimait « Au moment des fêtes, on lève le pied », avec comme à son habitude, l'usage de ce petit « on », infantilisant, celui des consignes données aux enfants à qui l'adulte parle sur un ton d'autorité sans avoir l'air de donner un ordre, le petit « on » des leçons déguisées et des condescendances discrètes. Lorsque Madame Duchamp, l'héroïne principale de la BD, proteste contre le contrôle permanent de son quotidien le plus banal, le médecin lui répond « Normal, Madame Duchamp. L'individualisme n'a plus sa place dans une civilisation sociale aussi structurée que la nôtre. Pour dire les choses crûment, la liberté est devenue une forme d'hérésie qui doit être découragée pour le bien de tous. » Alors, attention, nous ne sommes pas en dictature et la société peinte par SOS Bonheur n'est pas la nôtre. Pour autant, la société française a accepté avec une particulière célérité les restrictions depuis 2 ans et semble toujours plus favorable à des nouvelles mesures. La question qui se pose à nous est donc celle-ci. Sommes-nous véritablement passionnés par la liberté ? Selon Mirabeau, l'homme passe la moitié de sa vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Nous sommes actuellement, en réalité, dans un état second. Nous sommes frappés par le pire des symptômes, la pire des maladies, c'est l'atonie des peuples. C'est cette lassitude, cette indifférence d'une humanité qui ne tressaille même plus à l'annonce d'une prochaine catastrophe. Si nous ne disons rien, si nous ne faisons rien, nous allons finir par nous habituer, et nous nous sommes déjà quelque part un peu habitués. Il n'y a rien de pire qu'une âme habituée, considérait Charles Péguy. Le temporaire finira par devenir le permanent, l'extraordinaire deviendra notre ordinaire, le gouvernement agira persuadé de nous rendre la vie encore plus belle. Et pour finir, la 4e de couverture de la bande dessinée SOS Bonheur résume tout ceci. Dans un dialogue entre 2 citoyens de cette société, l'un dit à l'autre « Autrement dit, tu me demandes de faire comme tous les autres moutons de cette boîte, fermer les yeux et les oreilles, et tendre la main en disant merci. C'est ça ? Quand cesserons-nous donc de n'être que des moutons ?» Merci Caroline, passionnant. En tout cas, au Cercle Droit et Liberté, nous ne fermerons ni nos yeux ni nos oreilles. Nous restons fidèles à nos principes, au premier rang desquels la promotion des libertés publiques. Mais passons désormais à notre revue culturelle, la dernière rubrique de ce podcast. Alcide, quels ouvrages as-tu à nous recommander ? Eh bien, pas seulement des ouvrages, Étienne. Commençons d'ailleurs par un podcast, À Voix Nue, une émission de France Culture qui a récemment rediffusé une série d'entretiens d'Antoine Garapon avec feu Jean-Denis Bredin, qui est décédé le 1er septembre dernier. Il est associé fondateur avec Robert Badinter en 1966 du cabinet d'avocats Bredin-Pratt à Paris. De son enfance dans une famille déchirée à sa vocation d'avocat, ses souvenirs des procès Pétain et Laval, ses premières plaidoiries, son regard sur l'évolution du métier de juge et celui d'avocat, ces entretiens sont l'occasion de plonger dans l'intimité de cette haute figure du droit, de l'histoire et des lettres. Ensuite, autre podcast encore, toujours sur France Culture d'ailleurs, Que racontent les contes aux juristes ?
Saviez-vous que certains des plus grands auteurs de contes en Europe, tels Perrault ou en France ou les frères Grimm en Allemagne, étaient des juristes? Mais que racontent les contes aux juristes? Quels enseignements juridiques peut-on retirer des contes? C'est ce que se propose de vous expliquer Antoine Garapon dans son podcast Esprit de justice. Revenons-en maintenant au livre. Ce Léviathan nouveau, encore dans les vagissements des langes, cessait à voler la souveraineté aux États, à substituer leur souveraineté à la souveraineté traditionnelle héritée de l'histoire. C'est ainsi que Robert Redeker, dans son dernier ouvrage, Réseaux sociaux, la guerre contre des Léviathans, décrit ce changement de paradigme auquel nous assistons, où les réseaux sociaux, et plus généralement les géants de l'Internet, se substituent peu à peu à l'État. À la manière d'un dialogue philosophique à travers différentes époques, Robert Redeker convoque, entre autres, Rousseau, Kant, Weber, Freud, Descartes ou Platon, afin d'évoquer les enjeux considérables induits par la disruption numérique. Autrement dit, c'est une lecture passionnante à l'heure où notre législateur s'interroge encore sur les manières d'encadrer le pouvoir des GAFAM. Enfin, pour terminer, moins juridique mais néanmoins particulièrement intéressant, notamment s'agissant de notre histoire constitutionnelle, l'amiral Philippe de Gaulle vient de publier le dernier volume de ses Mémoires. Merci Alcide. Voilà de quoi occuper nos auditeurs pour cette nouvelle année. C'est bientôt la fin de notre podcast, mais avant de nous quitter, je crois que Caroline a une dernière annonce à nous faire. Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous. Je vous rappelle que le Cercle Droit et Liberté recrute. Vous pouvez nous rejoindre, que ce soit pour vous engager avec nous dans nos actions ou alors pour avoir la possibilité de participer aux événements que nous réservons à nos adhérents. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre site à la rubrique « Nous rejoindre ». Il est même possible de venir effectuer un stage. Enfin, nous vous rappelons que le Cercle Droit et Liberté est une association apartisane qui refuse tout financement public et qui ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. Nous avons donc besoin de vous. Je compte sur vous. Voilà, merci madame. Pardon? Ah, c'est monsieur, excusez-moi. Au revoir monsieur. Chers amis juristes et non-juristes, nous arrivons à la conclusion de cet épisode. S'il vous a plu, diffusez-le s'il vous plaît autour de vous et aussi notez-le sur la plateforme sur laquelle vous écoutez notre émission avec 5 étoiles bien sûr. Ces notes sont très importantes pour le référencement et nous donneront davantage de visibilité. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou nuit, où que vous soyez, et à bientôt pour le prochain épisode. Pas de compte à rendre et vive la liberté, allez salut hein. Ah, la liberté, c'est rien chouette.